continuer cette table ronde consacrée aux citoyens, aux énergies renouvelables et au désir à transformer en réalité. Je voudrais donner la parole maintenant à Miguel Klusnergott, qui est directeur de la division des sciences écologiques et des sciences de la Terre à l'UNESCO, pour lui demander quelle est la vision de l'UNESCO qui nous accueille aujourd'hui, la vision de l'UNESCO sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables. Bien, merci beaucoup. Monsieur le ministre, d'abord, je voulais vous donner le bienvenu au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, d'être venue ici, dans la maison de l'UNESCO, et de nous avoir fait l'honneur de faire cette réunion tellement importante ici dans nos murs. C'est pour nous vraiment un grand honneur de vous avoir tous ici. L'action de l'UNESCO dans les énergies renouvelables. Évidemment, nous ne sommes pas une agence des Nations Unies qui travaille principalement sur ce sujet, mais nous avons beaucoup de programmes qui participent. Mais il y a un mot-clé dans tout ça que je voudrais dire, c'est le partenariat. Nous organisons beaucoup le partenariat et je voudrais immédiatement reprendre les mots de Monsieur le ministre par rapport, par exemple, au développement de l'Afrique. Il y a un rapport World Energy Outlook 2019 qui nous indique que dans tout le continent africain sont produits 5 gigawatts par an d'énergie solaire. Ça, c'est moins de 1% de la totalité de la production. Donc justement, comment changer cette donne? Et je crois que nous avons eu ici un excellent exemple, comment à travers la coopération française, et surtout dans cette région, ça pourra se faire. Et nous sommes évidemment impliqués dans la création de ce partenariat. Après aussi, nous avons entendu ici de Energy Observer. Nous étions un des premiers partenaires de cette aventure pour donner vraiment un appui de notre part et surtout un appui moral qui a peut-être aussi permis de cette entreprise de prendre l'envergure et de devenir si important. D'ailleurs, quand le bateau voyage à travers le monde, il visite des sites de l'UNESCO qui sont les sites du patrimoine mondial, les réserves de biosphère et un nouveau système que nous avons établi en 2015 sur les géoparcs. Après, il y a évidemment des projets qu'on fait, je dirais, des écoles solaires, par exemple, dans 5 pays en Afrique, Bénin, Madagascar, Mauritanie, Niger et Togo. Et là-dedans, il y a beaucoup d'activités de nos différents programmes. Après, on a, pour revenir aux réserves de biosphère, spécialement, ce sont des systèmes de conservation de la nature et la biodiversité et du développement durable intégré. Et là, je voudrais seulement citer 2 exemples dans lesquels nous sommes avec nos partenaires, qui sont principalement les gouvernements nationaux, mais aussi les gouvernements locaux et des fois le maire, par exemple, des îles. 2 exemples. Un exemple, c'est El Hierro, une île des Canaries, qui a établi avec l'appui de la communauté européenne un système de génération d'énergie éolique et stockage de cette énergie en eau. En fait, l'eau est pompée sur un lac en hauteur. La nuit et le jour, l'eau retourne et donc c'est un stockage d'énergie. Et l'île a réussi quand même à être absolument carbone neutre. Donc toute une île entière, on peut là, comme ça, décarboniser. C'est la raison pour laquelle le syndicat des énergies renouvelables a décerné à son gouverneur en 2015 le trophée des énergies renouvelables. C'est M. Alpidio Armas González, qui est le gouverneur de l'île d'El Hierro. El Hierro. Un autre exemple, Menorca. Menorca, il y a beaucoup de tourisme, mais il y a aussi beaucoup de tourisme de voitures. En été, quand les gens viennent visiter l'île, il faut importer beaucoup de voitures du continent, des voitures avec moteur thermique pour les touristes. Donc il y a un projet que le gouvernement de Menorca a commencé dans le cadre de la réserve de biosphère avec l'UNESCO, avec Nissan, sur des énergies éoliennes, installer tout un système de transport électrique, de voitures électriques, créées comme des pools de voitures, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants. En fait, si on fait le calcul, on arrive de l'énergie durable au transport durable, au tourisme durable. Donc c'est aussi assez clair comment peut-on agir sur une île pour commencer comme modèle.
Mais je voudrais vous donner 2 exemples aussi. On a parlé beaucoup du CO2 dans l'air, la production énergétique. Mais aussi, nous avons dans nos différents systèmes, par exemple le patrimoine mondial naturel et les réserves de biosphère, la protection de la nature veut dire aussi protection du stock de carbone qui est dans la végétation. Nous avons entendu beaucoup des feux là récemment, en Australie, en Amazonie et partout. Vous pouvez imaginer combien de CO2 a été libéré à travers ces feux. C'est énorme. Mais là aussi, en protégeant ces forêts, en les mettant sous une nomination UNESCO, on travaille contre cette augmentation du CO2 dans l'air. Il y a des réserves de biosphère, par exemple, aujourd'hui, que vous pouvez identifier par le satellite. Vous voulez la frontière par le satellite. Donc, sans cette désignation, la forêt existante serait déjà partie. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est aussi dans un programme global que nous avons développé. Nous avons quand même 2000 sites à niveau global, que nous avons aussi des projets de conservation. Ça inclut aussi évidemment des projets de réforestation, que c'est évidemment un carbon sink où on enlève du CO2 dans l'air. Ça pour quelques actions concrètes. Évidemment, nous sommes partenaires dans les IPBES, dans la plateforme de protection des biodiversités, avec d'autres agences des Nations Unies, qui sont un peu le GIEC pour la biodiversité. Et là aussi, on essaye de faire le lien entre les deux. Le GIEC, qui va d'ailleurs avoir sa prochaine réunion ici dans nos murs le 24 février jusqu'au 27 février. Évidemment, nous ne sommes pas directement partenaires avec eux, mais nous serons à l'ouverture, nous serons là pour héberger et pour donner évidemment importance de tous leurs travaux dans les programmes de l'UNESCO, qui sont évidemment à partir des sciences que je viens de mentionner, mais aussi beaucoup l'éducation. C'est très important que tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites ici, entre dans les curricula, fait part de l'éducation nationale, fait une conscientisation des jeunes. C'est très important que ça entre dans les esprits des jeunes parce que ce sont eux qui vont surtout subir les conséquences du changement climatique. Donc nous avons beaucoup de forats des jeunes, comme récemment à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, où il a eu le Climate Youth Forum. Et nous avons envoyé toute une délégation d'une centaine de jeunes émanant des réserves de biosphère pour passer ce message. Donc ça aussi, c'était un partenariat que nous avons évidemment avec nos autres agences des Nations Unies, qui est très fort. Et finalement, je voudrais aussi remercier aussi la France beaucoup pour le soutien qu'elle donne à l'UNESCO dans tous les programmes, financièrement, mais aussi avec le soutien directement dans les différents programmes, que ce soit du comité MAP, du patrimoine mondial et d'autres. Nous comptons beaucoup sur ce partenariat et je crois que là-dedans, à niveau global, nous pouvons donner une bonne action, établir, peut-être aussi pour vous ici, représentants de l'industrie et de beaucoup de ONG, des possibilités de partenariat. Et ça, c'est rien d'autre que le ODG 17 des ODG 2030 que nous sommes ensemble tous en train de mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci Miguel Guznergott.